Bonjour Hasna, je suis très content de te recevoir, de t'accueillir ce matin dans le Millennial Podcast. Ben, bonjour Mohsin, moi aussi le plaisir est pour moi. Je suis contente parce que ça fait un moment qu'on voulait faire ça, donc enfin ce jour est arrivé. Exactement, chaque chose vient à son temps. Bien, bah, écoute, aujourd'hui, il sera question de coaching. Nous parlerons de coaching dans un podcast qui est dédié au développement personnel et au leadership. Et en introduction, pour pouvoir démarrer cet entretien, j'aimerais bien que tu puisses te présenter pour que les auditeurs qui ne te connaissent pas puissent avoir l'occasion de te découvrir. Avec plaisir et je voulais aussi te remercier de me recevoir aujourd'hui. Alors, je m'appelle Hasna Aqbli, je suis donc ce qu'on appelle Executive Wellness Coach. J'accompagne des dirigeants en entreprise, des chefs d'entreprise qui sont débordés, stressés, qui passent beaucoup trop de temps dans leur travail, qui délaissent leur vie personnelle, leur santé physique, mentale, leur sport, etc. Alors, il faut savoir que mon parcours a démarré moi-même en entreprise dans le début des années 2000. Hein, le titre du podcast, d'ailleurs, Millennials, le début des années 2000, c'était le début de ma carrière. J'ai commencé à travailler dans un cabinet d'audit chez PricewaterhouseCoopers en France, après avoir fait mes études en France. Et c'est vrai que mon parcours en entreprise était jonché de beaucoup de questionnements en fait par rapport à voilà, quelle est mon utilité dans l'entreprise dans lequel, à chaque fois dans laquelle j'ai travaillé. J'y reviendrai un peu plus tard. Mhm. Mais j'ai commencé ma carrière voilà, en finance, puis en project management. J'ai passé 10 ans en France, puis je suis rentrée au Maroc pour travailler auprès du gouvernement marocain, auprès du ministère de l'Industrie, pour attirer des investisseurs étrangers au Maroc. J'ai contribué également au développement du modèle marocain du logement social auprès d'une entreprise marocaine où j'ai eu la chance de découvrir des pays amis du Maroc et d'une générosité et des gens absolument brillants. Donc j'ai eu l'occasion d'aller en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Congo-Brazzaville. Je fais vraiment un survol très rapide Oui. de mon parcours parce que Mhm. il y aurait tellement de choses à dire, mais j'ai pas envie de passer beaucoup de temps là-dessus. Mais tout simplement pour dire que mon parcours en entreprise me permet aujourd'hui de comprendre les clients que j'accompagne parce que ce que j'ai vécu en entreprise était d'un côté très intéressant sur le plan professionnel et sur le plan de mon apprentissage et de ma croissance, mais assez challenging sur le plan personnel et intérieur, sur le plan de mes émotions, sur le plan de quelle est, quelle est, quelle est la motivation finale de ma place au sein d'une organisation. Donc, c'était des questions très étranges à l'époque. Et je constatais que très peu de personnes se posaient ces questions et c'est en travaillant avec un coach que ben, j'ai pu déjà avoir la liberté de poser ce genre de questions. Qu'est-ce qui me motive vraiment? Pourquoi je fais ça? Euh, Comprendre mes émotions également. Quand on est stressé, débordé, il y a beaucoup de frustration, de colère, de tristesse qui peuvent émerger. Et comme tu le sais, les émotions n'ont pas vraiment leur place au sein des entreprises. Donc, j'étais contente, en tout cas, à un moment de ma carrière, d'avoir cet accompagnement moi-même. Et c'est là, en fait, que je suis tombée amoureuse de ce métier. C'était tellement accueillant et on se sent tellement accepté tel que l'on est que ça m'a beaucoup attiré. Ça a vraiment parlé à mon cœur. Et bon, ça a mis du temps hein, pour se concrétiser, pour que je devienne moi-même coach. Mais en 2012, j'ai eu ce qu'on appelle un accident de parcours, mais qui au final est un heureux accident de parcours, à savoir, donc j'ai perdu mon emploi. Et, euh, et c'est vrai aussi qu'à ce moment-là, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est avoir recours à un coach pour parler tout simplement, pour vider mon sac, pour vider
la tristesse ou la colère qu'on peut ressentir quand ce genre de situation arrive. Et ça m'a conforté en fait dans ce sentiment que c'est un métier très humain qui est capable de changer la perspective d'une personne sur un événement qui à la base et peut être négatif, voire catastrophique pour beaucoup de personnes. Et au contraire, moi, ça m'a chargé en énergie positive pour construire quelque chose qui est plus aligné avec moi. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai compris pourquoi je me posais autant de questions quand j'étais dans le monde de l'entreprise, quand j'étais tout le temps en train de travailler, et très peu de temps pour ma vie personnelle, et donc une frustration qui n'est même pas dite, hein, dont j'étais même pas consciente, mais qui a vu le jour quand vraiment j'ai accepté de regarder ces émotions-là et, euh, et de travailler dessus et d'en faire quelque chose de constructif. Et donc, c'est là où j'ai pris la décision de lancer mon entreprise. Alors, j'ai commencé par du consulting, hein, parce que il faut te Mhm. former pour coacher. Oui. J'ai commencé par du consulting en business développement, puisque c'était ça la dernière partie de ma carrière en entreprise. Et puis, j'ai commencé à me former. Alors, la première formation, c'était en programmation neurolinguistique, Mhm. parce que j'avais découvert Tony Robbins à travers un livre. Donc, on est en 2012. Hein. Et ça m'avait beaucoup parlé parce que j'ai trouvé que c'était un outil puissant qui peut amener des changements rapides et durables. Qui ne voudrait pas ça dans sa vie? Mhm. Et puis après, moi, j'ai suivi le parcours entre guillemets classique hein, de formation avec l'INCF, donc la Fédération internationale de coaching. J'ai personnellement suivi ma formation à Paris. Mhm. Et puis à partir de là, on est lancé sur le terrain de jeu, trouver des clients, les accompagner, grandir, accumuler des heures de coaching. Parce que ce qui est bien avec la Fédération internationale de coaching, c'est que vraiment on est accompagné pour délivrer le plus pour être le plus professionnel possible. C'est-à-dire Mhm. on est accompagné par la formation, par la supervision, par le processus de certification, pour justement donner cette garantie aux personnes que le coach certifié ICF est un coach professionnel qui a été supervisé. Alors pour ma part, la supervision a toujours consisté plutôt en l'enregistrement de séances de coaching et revues avec ce qu'on appelle des MCC, des maîtres coachs avec la Fédération internationale de coaching. Donc, on a quand même des balises. On ne fait pas n'importe quoi. Et parce qu'on accompagne des gens sur des sujets tellement délicats qu'il faut être outillé de façon très solide. Donc, tu veux que j'arrive à la partie plus tard, l'évolution de mon coaching? Moi, je peux continuer, hein, j'ai pas de souci. Alors, je sais que dans cet itinéraire, tu as eu aussi la possibilité, l'opportunité de travailler avec Tony Robbins. Donc, tu as Ouais. été formé à Paris, tu as coaché chez Tony Robbins aux États-Unis. Est-ce que par rapport à ça, tu as identifié des différences d'approche ou des différences de posture entre, on va dire, ce qui est enseigné entre un coaching entre guillemets à la française et un coaching à l'anglo-saxonne ou à l'américaine? Alors, j'aime beaucoup ta question. Euh, mais en même temps, ce que je vais te dire, c'est vraiment mon expérience personnelle. Et surtout, c'est mon expérience du coaching anglo-saxon avec Tony Robbins. Donc, moi, je ne peux pas parler au nom du coaching anglo-saxon en général. Mais effectivement, pour développer un petit peu plus, la formation que j'ai suivie déjà pour devenir coach au sein de l'équipe Tony Robbins a évidemment les fondamentaux des principes de base de coaching tels qu'ils sont enseignés par les fédérations classiques de coaching, les fédérations professionnelles. Mhm. Mais je ne sais pas si tu connais le personnage avec la petite touche Tony Robbins. Et la petite touche Tony Robbins, c'est du punch. C'est du punch, c'est très direct, c'est pas d'excuses, c'est sachez ce que vous voulez et poursuivez votre rêve. Et donc on n'est pas
J'irais, c'est à la fois plus performant, peut-être moins doux, ça dépend des personnalités. Mais si je pouvais comparer, c'est plus, voilà, c'est vraiment le mot, hein, c'est plus punchy, c'est un coaching coup de poing qui, euh, qui ne laisse pas le temps à la personne de, de se raconter des histoires qui vont la limiter dans ses actions. Alors, moi j'ai envie de dire, il y a des bonnes choses dans ça et également des choses moins bonnes. Les choses bonnes, c'est qu'effectivement, beaucoup de gens passent leur temps coincés dans des situations qui ne les satisfont pas. Ça peut être un travail qui ne les satisfait pas, une relation qui ne les satisfait pas, un rêve d'écrire un livre, de lancer son propre business, d'avoir le corps qu'ils veulent, le poids qu'ils veulent, la santé qu'ils veulent. Et beaucoup de gens perdent du temps, procrastinent parce qu'ils se racontent des histoires, c'est-à-dire voilà, basées sur des croyances limitantes, je ne mérite pas, la vie est dure, c'est trop tard pour moi, etc. Donc, en ça, le coaching à la Tony Robbins est bon parce qu'il vient et il explose en fait toutes ces histoires et il encourage la personne à tout de suite aller prendre, faire son premier pas. C'est action, c'est toujours ça le mot. Et non seulement action, mais il dit toujours massive action. Donc, c'est vraiment, on est dans. Et c'est génial parce que c'est ce qui permet justement de faire des avancées rapides et importantes. Là où moi, après, j'ai appris à équilibrer entre à la fois ce que j'ai appris en tant que coach et ce que j'ai appris pendant mon parcours et surtout pendant une formation que j'ai suivie par la suite qui concerne le self-care, c'est qu'il y a un équilibre à avoir entre rentrer dans l'action, rentrer dans le tas et prendre le temps de digérer certaines choses. Parce que l'humain, il faut savoir que ce qui est extraordinaire, c'est que chacun est unique. Il n'y a pas deux êtres humains voilà, qui soient pareils. Et, et moi, ce que je considère être important, c'est d'accueillir chacune de ces personnes avec son unicité. Donc, il y a des gens qui vont venir très motivés, ils savent très bien ce qui ne marche pas dans leur vie, ils veulent tout de suite des résultats et ils peuvent adopter une approche très rentre-dedans, très rapide, straightforward, comme on dit. Et il y a d'autres personnes qui ont besoin d'être nourries sur le plan émotionnel, qui ont besoin de mieux se connaître elles-mêmes, qui ont besoin de temps, parce que peut-être dans leur passé ou dans leur vie actuelle, c'est des personnes qui ont tout le temps été pressées d'atteindre des résultats, pressées de faire des choses. Euh, il faut que l'accompagnant ait cette sensibilité de sentir, de savoir ce dont la personne a besoin elle et pas quelqu'un d'autre, et d'ajuster son approche en fonction voilà, de la sensibilité de la personne qu'elle accompagne. Donc, c'est là que je disais, effectivement, l'approche Tony Robbins peut ne pas être aussi efficace chez certaines personnes qui ont besoin de plus de douceur, plus de lenteur, plus d'accueil, euh, plus de, plus de temps de se connaître, de se poser aussi. Beaucoup de gens sont enfermés dans un cycle de course. Tu dois en savoir quelque chose, hein. Tu es en entreprise, je vois les gens, enfin, la perspective que j'avais de l'intérieur, je la vois toujours de l'extérieur. C'est-à-dire des gens tout le temps occupés à travailler, de réunion en appel, La en meilleure, projet, la meilleure image est celle de l'hamster dans sa cage qui tourne dans sa dans sa roue. roue. Mm, Exactement, mm, exactement. mm. Et je pense que euh, le coaching, justement, sa beauté et sa puissance, c'est d'offrir enfin un temps de répit, un temps de pause pour de l'introspection, pour discuter de choses dont on n'a pas le temps de discuter, ou même avec qui on n'a pas des personnes autour de soi
avec lesquels on peut parler de certains sujets. Les sujets les plus importants, à mon avis, c'est vraiment les sujets intérieurs. C'est qu'est-ce que je veux, comment je me sens, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir ou d'être ce que je veux. Et surtout la question existentielle, c'est pourquoi je suis là, qu'est-ce que je suis censée faire et quelle est ma contribution en tant qu'être humain sur cette planète. La vie est courte, Mm. très courte, hein, j'ai l'impression. Enfin, 2020, je pense, ça a été un coup de massue pour tous Mm. avec la maladie et la mort au tournant chaque jour. Et je pense que prendre le temps justement de se poser des questions comme ça intérieures et profondes transformera la vie de beaucoup en les alignant avec une mission de vie. Et en s'alignant avec une mission de vie, ben, on se sent beaucoup mieux. Et qu'est-ce qu'une belle vie si ce n'est une vie dans laquelle on se sent bien, tout simplement? Mm. Alors, toujours en parlant de méthode de coaching, et ce sera la dernière question sur la partie méthode. Euh, euh, quand on, quand on suit une formation en coaching, on découvre les notions de cadre de référence. Tu as parlé de la PNL, c'est un cadre de référence. Il y en a d'autres comme l'analyse transactionnelle, la ProcessCom. Et donc, il y a différents cadres de référence. Euh, Toi, où tu te situes par rapport à ça et comment tu as fait pour pouvoir trouver, on va dire, ton cadre de référence le plus approprié. Ou déjà, est-ce que tu as fait un choix concernant ces cadres de référence, où tu jongles entre différents cadres, et quel est ton avis par rapport à ça? C'est encore une fois, excellente question. Alors, je souriais intérieurement et peut-être extérieurement, je ne sais pas, quand tu m'as posé la question, parce que ça me rappelle mes débuts en tant que coach. J'étais totalement obsédée par les outils. Alors, obsédée par les outils et même pire que ça, j'avais tout le temps l'impression que j'avais pas assez d'outils. Mhm. Donc j'étais tout le temps en train de me poser des questions. Est-ce que j'ai suffisamment de méthodologie, de process pour accompagner mes clients? Et ce qui est bien avec le coaching, c'est que ben, il y a une communauté. Et je me souviens, j'avais rencontré une coach à l'époque à Casablanca. Et elle m'avait dit, non mais, et ça je m'en souviens toujours aujourd'hui, c'est ce qui me porte. Elle me dit, mais l'outil ne fait pas le coach, hein. Mhm. Et ça m'avait marqué parce que déjà, bah, ça accompagnait un soulagement Ouais. de se dire, ah ok, donc c'est pas la peine d'aller courir et d'enchaîner les formations à droite, à gauche, parce que ce qui était mauvais avec ça, c'est que ça nourrissait un sentiment de manque constant, c'est-à-dire il y a quelque chose qui manque. Et je me souviens lors d'une formation ICF, quand j'avais rencontré encore d'autres coachs, ben, je me suis rendu compte qu'on était tous dans cette même posture de il nous manque quelque chose. Et on s'était posé la question, on se dit, mais on est coach, on est capable de changer nous-mêmes la perspective sur là-dessus si on se concentrait sur ce qu'on a déjà, au lieu de nous concentrer sur ce qui manque. Donc, qu'est-ce qu'on a comme outils? Donc, j'entends les outils que tu as cités. Euh, il y en a d'autres, bien sûr. Alors, mon approche, c'est que j'aime bien jongler avec tout ça, tous ces outils, la PNL, l'analyse transactionnelle. Alors, il y a vraiment toute une panoplie d'outils hein, à la disposition des coachs. Mais ce que j'ai envie de dire, justement, ce que ça m'a appris, mon expérience de ces dernières années, c'est c'est qu'encore une fois, l'humain, il est complexe. Euh, Je sais que beaucoup de coachs, surtout ceux qui accompagnent les cadres dirigeants, aiment par exemple utiliser des tests type MBTI. Euh, et,
ou le disque. Et moi, je n'ai aucun souci à utiliser ces tests. Ils nous donnent toujours des informations très précieuses qu'on peut utiliser lors de l'accompagnement. Mais ce que personnellement j'apprécie le moins en utilisant des tests ou en se focalisant sur des outils, c'est que on limite l'identité de la personne. On l'a fait vivre dans une espèce de carré parce que le MBTI a dit ça, parce que le disque dit ça, parce que je trouve que c'est limitant. Et moi, justement, tout mon travail, c'est d'accompagner les clients à ne pas se limiter, à se créer d'autres options, à se libérer eux-mêmes de ce qui les limite. Donc, moi, venir et compter uniquement, je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais il y a le test, il y a les outils et il y a mon intuition. Et il y a mon échange, ma conversation avec mon client. Il y a les besoins du client, ce qu'il me dit à l'instant T. Je suis obligée d'y répondre, tout en utilisant effectivement des outils et des tests qui apportent une valeur ajoutée. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Mais mon approche est très libre. Elle a comme priorité numéro un l'intérêt de la personne que j'accompagne. Donc, je suis très à l'écoute et je joue, voilà, je joue avec ma panoplie, avec ma boîte d'outils. Ok, super. Donc, Hasna, là, dans ton cheminement dans le coaching, aujourd'hui, tu t'es spécialisé dans le coaching des cadres dirigeants. Pourquoi ce choix? Ben, c'est très simple parce que j'ai euh, j'ai opéré moi-même à un niveau au sein des organisations où j'étais membre des cadres dirigeants de deux organisations. Donc, un, je l'ai été. Deux, j'ai côtoyé des cadres dirigeants au cours de mon expérience. Donc, ben, j'aime bien on va dire, nager dans une piscine que je connais bien, qui m'est familière, donc je connais leurs problématiques, je connais leur façon de raisonner, je connais leur niveau de loyauté vis-à-vis de leur organisation, leur niveau de responsabilité, je connais leur frustration par rapport justement à mettre autant de temps dans leur organisation et peut-être pas avoir tous les résultats qu'ils escomptaient. Ça, c'est une première frustration. La deuxième frustration, c'est mettre tout ce temps-là en entreprise et peut-être pas passer suffisamment de temps avec leur famille, pas passer suffisamment de temps avec eux-mêmes, avoir du temps pour soi. Je connais leur solitude également. Beaucoup de cadres dirigeants peuvent expérimenter cette forme de se sentir isolé euh, tout en haut et ne pas avoir quelqu'un justement avec qui discuter de leur challenge, de leur peur, de leur vision, de leur désir, de façon ouverte. Il y a une forme de peur, de jugement hein, lorsqu'on est à des hauts niveaux comme ça dans une organisation. Il y a une image à garder, une image à transmettre à ses employés. Donc, on peut pas parler de tout avec ses collaborateurs. Donc, c'est pour ça que j'estime leur apporter cette bulle, cette bulle de liberté, cette bulle de sécurité où ils peuvent justement être eux-mêmes. Le coaching est un processus qui est totalement confidentiel. Tout ce qui est dit entre un client et un coach est absolument confidentiel. Donc, les dirigeants le savent. Donc, ça leur donne une liberté et une aisance et un confort qu'ils ne peuvent pas avoir avec leurs collaborateurs et même avec les membres de leur propre famille. Donc, c'est pour ça que je me suis spécialisée dans ça. Donc, déjà, ça, c'est une première partie.
La deuxième partie, c'est que je pense, et là, c'est quelque chose qui va s'accélérer, qu'on verra de plus en plus. Je pense déjà qu'avant 2020, les dirigeants étaient sous tension, sous pression constante. Donc, ce sont des personnes qui s'occupent très peu d'elles-mêmes. Ça, surtout les PDG, hein, c'est un constat. Je n'ai pas fait d'études de corrélation à le pourcentage de PDG qui ne prennent pas soin d'eux-mêmes, mais souvent ils se font passer en dernier. Il y a ce sens de dévouement, en tout cas chez les PDG que j'ai accompagnés, que j'accompagne, qui parfois est à l'extrême, et ils ne se rendent pas compte qu'avec le temps, une année ça va, mais 10 ans, 20 ans, 30 ans, où vous ne vous faites pas passer en premier, où vous ne vous occupez pas de votre santé physique, mentale, de votre nutrition, où vous n'avez pas de temps pour vous, juste pour vous reposer, pour euh, peindre, écrire, jardiner, voir vos amis, jouer avec vos enfants, voyager. Avec le temps, c'est quand même un prix élevé à payer sur le plan mental et physique. Donc beaucoup de dirigeants, malheureusement, peuvent souffrir de maux physiques, mais ils ne se doutent pas que c'est lié à leur état de stress, que c'est lié à leur staccanovisme au travail. Beaucoup d'eux se plaignent par exemple de maux de dos, de maux d'estomac, de douleurs au cervical, d'insomnie, de migraines. Donc ça, c'est vraiment c'est des choses C'est les symptômes les plus fréquents, quoi. entre guillemets, ouais, j'allais dire entre guillemets, là, on est encore au stade mignon là. Ah, ok. C'est les symptômes les plus fréquents, mais encore ça va. C'est-à-dire, mais ce sont des symptômes qui leur disent quelque chose doit changer. Et malheureusement, la plupart des dirigeants ne sont pas conscients du lien entre le corps et l'esprit. Hmm. Donc, moi, ce que j'aime bien, par exemple, en Amérique du Nord et même de plus en plus en Europe, je crois qu'à HEC, ils font un cursus là-dessus, c'est justement, et c'est tout le but de mon coaching, c'est justement d'apprendre à faire le lien entre notre façon de penser et nos émotions et notre corps. C'est-à-dire que le corps n'est que le reflet de nos pensées et de nos émotions sur le long terme. Donc, quelqu'un qui a des douleurs corporelles, c'est qu'il y a quelque chose dans sa façon de penser, dans sa façon de vivre, d'être, de travailler, de se montrer aux autres, qui n'est pas aligné avec soit son identité véritable, soit avec un équilibre qui est nécessaire pour chacun de nous. Et quand je parle d'équilibre nécessaire pour chacun de nous, je prends toujours l'exemple de la nature. La nature fonctionne avec des cycles. L'humain fait partie de la nature. Lorsqu'on est malade, c'est lorsqu'on est déconnecté de la nature. Là, l'exemple de la pandémie en est un exemple à l'échelle planétaire. C'est que l'être humain s'est déconnecté de la nature et à l'échelle individuelle, on s'est déconnecté de notre nature individuelle. C'est-à-dire qu'on est dans un excès d'action, on est dans un excès de focalisation sur l'extérieur euh, qui nous laisse absolument, à la fin de la journée, fatigués, vidés, et on ne prend jamais le temps d'aller dans l'autre côté, comme le jour et la nuit, comme l'hiver et l'été. On ne prend jamais le temps d'aller de l'autre côté, à savoir le repos, l'inaction, l'introspection, la relaxation, l'inspiration. Euh, voilà, c'est ce genre d'équilibre qui aujourd'hui devrait être rétabli si l'on veut que chacun de nous soit en bonne santé physique et mentale. Et si on veut aussi que le monde aille mieux, je Mhm. pense qu'on a une responsabilité individuelle hein, dans la santé du monde. Prenons soin de notre santé et conséquence ultime de ça, et qui est bénéfique non seulement pour les dirigeants et les entreprises, c'est qu'un dirigeant en bonne santé, qui est bien dans sa peau, qui est heureux, qui adore sa vie, c'est un dirigeant qui va impacter positivement ses équipes et son organisation. Et donc, ça veut dire aussi que c'est une bonne santé financière pour l'entreprise. Mhm. Donc, vous voyez que, enfin, je dis vous, je parle à l'audience, mais Oui, c'est oui, vrai tout que à fait, ouais.
vous voyez bien Ou que peut-être en fait, à des tout, PDG ou des dirigeants qui nous regardent. Ouais, vas-y, Hasna. exactement. Mhm. C'est-à-dire que tout est lié finalement. Quand on dit que tout est connecté, ce ne sont pas des mots en l'air. Hmm. Et, et je ne sais pas, enfin, je vais citer une phrase du Coran euh, qui pour moi est l'essence du coaching et qui pour moi est nécessaire à intégrer dans sa vie au quotidien, qui est la suivante. وما يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Et ça, justement, c'est l'essence de comment on doit vivre, de concentrons-nous sur nous-mêmes et sortons de l'illusion de croire que en se concentrant sur notre bien-être, sur notre performance, sur notre contribution, c'est de l'égoïsme. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est tout le contraire. On est dans la contribution ultime au monde lorsqu'on s'occupe de soi-même. Si vous n'avez pas d'énergie pour vous, vous n'aurez pas d'énergie pour vos enfants, votre conjoint, vos collaborateurs, vos actionnaires, votre banquier, etc. Ça commence par vous. Et là, le peuple, le monde, l'organisation, les équipes vont changer. Donc c'est vraiment une inversion de paradigme que je propose dans mon accompagnement. C'est on se concentre sur soi-même pour justement aller vers l'extérieur. Et donc, quand je commence à coacher un dirigeant, en général, c'est tout pour l'extérieur et rien pour soi-même. Et ils viennent lessivés, fatigués, confus, et surtout avec une perte de sens et même parfois de volonté de vivre, tellement la vie peut être ennuyeuse pour certains. Alors, Donc voilà. ce que tu dis, Hasna, semble tellement naturel, semble tellement, on va dire entre guillemets, basique, vital. Ma question, c'est qu'est-ce qui fait qu'un dirigeant, dans son itinéraire, dans son parcours, n'intègre pas ces éléments-là et ne pense pas à ces éléments-là? Ben, pour moi, la réponse est évidente. Euh, Parce que, enfin, là, je vais parler vraiment, enfin, les cadres dirigeants et même les humains dans leur ensemble, et je mets mon propre parcours hein, dans la réponse, c'est que, en fait, depuis qu'on est enfant, on nous apprend à vivre justement dans ce paradigme que c'est l'extérieur qui est le plus important. On nous apprend que c'est l'évaluation et le jugement des autres sur nous-mêmes qui est le plus important. Donc c'est un conditionnement, c'est un apprentissage que c'est l'extérieur qui dirige votre vie. Donc je donne un exemple. Le professeur à l'école vous dit voilà ce qu'il faut faire, vous le faites, vous avez une bonne note, vous le faites pas, vous avez une mauvaise note. Donc ça déjà, quand on le vit pendant 18 ans minimum, par plus, idéalement, généralement plutôt, quand on fait des études supérieures, c'est quelque chose qui est ancré. Il faut savoir aussi que notre cerveau, de 0 à 7 ans, fonctionne avec des ondes très différentes de celles du cerveau d'un adulte. Entre 0 et 7 ans, nos habitudes sont scellées, nos croyances sont scellées parce que le cerveau de l'enfant fonctionne de telle façon à ce qu'il soit dans un état d'hypnose. Et l'état d'hypnose, c'est un état où on peut nous suggérer beaucoup de choses et on les intègre sans nécessairement nous poser des questions. Donc justement, ta question sur comment les dirigeants n'intègrent pas des choses telles que tu les as qualifiées essentielles de basiques, c'est parce que de 0 à 7 ans, on nous apprend que c'est l'extérieur qui prime, que c'est le travailler dur qui prime, parce que travailler dur, c'est ce qui va nous donner la récompense.
Et qu'est-ce que c'est que la récompense pour un enfant? C'est l'amour des parents, c'est le câlin de la maman, c'est les encouragements du père, c'est la bonne note du professeur. Et on reste finalement sur ce même modèle, l'amour, les câlins se transformant par l'approbation du boss, par une hausse de salaire, par les promotions. Et c'est ce qui fait que l'on reste dans une course, comme tu l'as dit tout à l'heure, Mohsin, un hamster dans sa roue, qui ne s'arrête jamais. Qui ne s'arrête jamais. C'est ça le drame que l'on vit en tant qu'être humain. Parce que lorsqu'on ne s'arrête jamais, on ne peut jamais retrouver son cap véritable. C'est-à-dire que la plupart des êtres humains sur cette planète vivent une vie selon un cap qui leur a été dicté entre 0 et 7 ans. Et il n'y a que la pause, l'arrêt, l'introspection, se poser des questions, travailler avec un professionnel, que ce soit un thérapeute, si c'est des questions liées à des blessures d'enfance, des choses liées au passé, ou travailler avec un coach pour des objectifs liés au présent, liés au futur. Ce n'est qu'à travers ces moments-là, vraiment, je dis à quel point c'est important de le faire personnellement. Alors moi, j'adore me faire coacher, j'adore aller en thérapie lorsque c'est nécessaire pour moi. J'ai un parcours voilà, j'ai pris soin de moi de l'intérieur parce que justement, le jour où je me suis réveillée à tout ça, il y a plusieurs années de cela, quand justement j'ai compris que le monde dans lequel on vit n'est pas le monde dans lequel on est censé vivre. On est censé vivre dans un monde beaucoup plus équilibré, beaucoup plus aimant, beaucoup plus accueillant, où il n'y a pas l'abus en fait dans lequel beaucoup de gens vivent, à aller dans un travail peut-être qu'ils n'aiment pas, à faire des choses qu'ils n'aiment pas, à se forcer. Il y a beaucoup de responsabilités et d'obligations. C'est le terme qui revient souvent, j'ai des obligations. Alors que même s'il y en a, ça ne devrait pas être 90% de notre vie. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là le tournant, c'est se rendre compte que peut-être la vie que je suis en train de vivre, elle pourrait être meilleure. Mais déjà, se dire ça, c'est une lumière énorme parce que beaucoup de gens vivent leur vie en se disant bah, j'ai pas le choix, tout le monde vit comme ça. Moi-même, j'étais comme ça, Mohsin. Je me suis posé des questions, mais à un moment de ma vie, quand j'ai commencé à travailler, j'avais quoi, 23, 24, 25. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à 23, 24, 25? Tout le monde autour de moi vit la même chose et personne ne se plaint. Il n'y a que moi qui me posais des questions existentielles. Donc je me remettais en question moi-même au lieu de remettre en question le monde et l'existence et le système tel qu'ils existent aujourd'hui. Donc déjà, se poser la question, mais qu'est-ce que je veux vraiment? C'est le début du salut. Et y croire qu'un changement, beaucoup de gens ont transformé leur vie. Et je ne parle pas nécessairement des choses extraordinaires. Transformer sa vie, c'est tout simplement vivre en harmonie avec ses valeurs, honorer ses émotions, s'accepter tel que l'on est. Une vie simple, être une vie des plus belles. Et l'essentiel, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de se sentir bien et c'est possible à condition de se donner les moyens et la volonté de faire un temps d'arrêt dans un monde qui nous oblige à courir et à rester avec soi-même, à se poser des questions qui nous font du bien et qui nous font avancer. Alors, je vais utiliser cette expression, un temps d'arrêt, parce que nous avons tous connu un temps d'arrêt très fort cette année avec le confinement, avec la pandémie. Et donc, il y a eu un gros ralentissement dans nos vies à tous, un ralentissement forcé. Quel effet ça a eu sur les gens que tu accompagnes? Est-ce que tu penses que cet événement majeur va avoir des incidences durables ou ça va être dans le temps un épiphénomène et les choses vont reprendre comme elles étaient et on redeviendra tous des hamsters dans nos cages? Alors, j'espère pas. Alors, c'est vrai que
ce temps d'arrêt qu'on a de façon juste extraordinaire tous vécu à l'échelle planétaire, en fait, il y a deux façons de le voir. J'ai envie de dire la façon humaine commune qui est, c'est une catastrophe, les économies sont à l'arrêt, il y a le chômage en hausse, peut-être une crise économique, une crise financière en préparation, enfin aller dans ce genre et dérouler ce scénario jusqu'au bout. Euh, Avec évidemment, enfin, il y a vraiment beaucoup d'effets à côté, c'est-à-dire sur la santé mentale des gens, sur la santé mentale aussi des enfants, les contraintes avec le retour de l'école, pas de retour à l'école, etc. Enfin, il y a cette façon de voir les choses que j'ai envie de qualifier euh, d'humaine, mais d'humaine de face, enfin, challenging. Voilà, Mhm. ouais, c'est très laborieux comme vision. Et c'est vrai que ben, ce que je fais avec mes clients, je le fais avec moi-même, hein. On nous a toujours dit que le coach devrait se dire qu'il est son premier client, donc je suis ma première cliente. Et j'ai personnellement beaucoup bénéficié de ce temps d'arrêt pour ben, me poser d'autres questions. Et, euh, et notamment récemment, c'est-à-dire me dire, ça fait un moment que ça dure, ça fait 6 mois maintenant que ça dure et j'ai l'impression que c'est pas près d'être fini. Et je me suis posé la question, pourquoi ça dure? Quel est le message derrière le fait que ça dure et que ça risque de durer plus longtemps? Donc là, je vais parler du point de vue peut-être de nos âmes, euh, du point de vue spirituel. Je me dis personnellement que ce temps d'arrêt a duré parce que il est nécessaire pour nous d'intégrer un message que nous n'avons toujours pas intégré. Parce que, imagine une seconde si la crise sanitaire avait duré 3 mois pile poil, 90 jours. Honnêtement, tout le monde se jetterait dans sa roue sans se poser de questions. Retour au hamster, on n'y penserait même pas. Donc retour, déconnecté de nous-mêmes, déconnecté de la nature, on travaille non-stop, on consomme non-stop. Euh, mais la manifestation d'un virus n'est jamais un accident. C'est une maladie qui se manifeste à l'extérieur parce qu'il y a une maladie à l'intérieur de chacun d'entre nous qu'il est nécessaire de guérir. Et c'est une maladie euh, du cœur, donc du cœur spirituel qui est justement de dire est-ce que je suis alignée avec mon, mon sens de la vie, le sens de ma vie? Est-ce que je suis alignée avec mon rôle sur cette planète? À quoi je contribue? Est-ce que je donne plus que je reçois ou est-ce que je ne fais que prendre, 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 prendre? Est-ce que quand je travaille, est-ce que je pense autant à moi qu'aux autres? Donc, il y a toujours cette forme d'équilibre qui est nécessaire de rechercher, mais évidemment, comme on était en mode hamster dans la roue avant la pandémie, ben on ne se posait pas ce genre de questions. Là, je pense qu'il faudrait encore une fois revenir à soi. Je sais qu'il est extrêmement tentant d'aller vers l'extérieur, d'aller comprendre, d'aller chercher des informations. Bon courage, parce que vu toutes les contradictions qu'on a lues et vues et entendues ces 6 derniers mois, ça ne fera que renforcer la confusion, ça ne nous aidera pas sur un plan individuel. Mais là, je pense revenir à quelle est la vie que je veux vivre, quelle est, euh, quelle est ma contribution en tant que dirigeant vis-à-vis de mes équipes, vis-à-vis de mon organisation. Comment est-ce que je peux contribuer à apporter un équilibre dans la société, à aider dans cette société? Je pense que le rôle de chacun est inestimable. Et c'est en additionnant des rôles comme ça individuels qu'on arrive à transformer une société. Donc, le message, à mon avis,
c'est sortons de notre position de victime où on attend tout de l'extérieur. Donc on attend tout des gouvernements, des médecins, et revenons à nous-mêmes. Qu'est-ce que j'attends moi de moi pour créer un monde meilleur? Et je pense que ça devrait être la seule question à se poser chaque jour. Ok. Et donc, du coup, auprès des dirigeants que tu accompagnes, quel effet ça a eu, ce, cette pandémie, on va dire, ce changement de paradigme, puisque nous sommes dans un contexte qui est totalement différent de ce que nous avons connu l'année dernière, par exemple. Est-ce que justement ça a eu cet effet et ça a poussé ces dirigeants à ces questionnements ou ils sont toujours dans une optique de projection, de recherche de solutions, euh, Alors, moi, donc je vais donner mon expérience personnelle avec mes clients. Moi, je trouve que 2020, c'est l'année où vraiment mes clients se sont posés le plus de questions existentielles. Et je pense aussi, hein, enfin, ce que j'ai envie de dire, et c'est important, c'est que un coach et un coaché ne se rencontrent jamais par hasard. Il y a une alchimie, euh, il y a quelque chose qui se fait. Euh, c'est même mystique, hein, des fois, ces rencontres-là. Donc, je pense que je n'aurais pu attirer que des clients justement qui soient capables, peut-être pas au début, qui soient capables à un moment d'aller plus en profondeur, d'aller se poser justement ce genre de questions existentielles. Et c'est le cas. Alors, en revanche, ils sont toujours dans un équilibre de maintien de l'activité, focus sur l'activité, sur le maintien des équipes, garantir la sécurité sur les lieux de travail, faire en sorte que le télétravail se passe dans de bonnes conditions. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a l'équilibre qui se fait entre oui, mais moi, euh, à presque, par exemple, quelqu'un qui approche la cinquantaine, oui, mais moi à 50 ans, dans quoi j'ai envie de me projeter? Quelle est ma vision pour les 10 prochaines années? Euh, Comment est-ce que je peux contribuer différemment à cette organisation? Est-ce que cette organisation, c'est l'organisation dans laquelle j'ai envie de travailler pour les 10 prochaines années? Euh, c'est des questions qui ne se posaient pas nécessairement avant, ou peut-être qui se les posaient, mais qui mettaient comme de la poussière sous le tapis, c'est-à-dire on n'a pas le temps. Mais là, ce temps d'arrêt a été bénéfique parce que comme on n'a pas fait un temps d'arrêt, un temps de pause, un temps d'introspection volontairement, là, on le fait involontairement. Mais ce qui est génial, c'est que les effets sont les mêmes, c'est-à-dire nous poser des questions, nous aligner avec une vision personnelle, des objectifs réels, comme je l'ai dit, c'est-à-dire définir son cap personnel au lieu de continuer à jouer, à travailler, à vivre avec un cap qui a été fixé par d'autres personnes. Euh, donc, donc il y a ces deux terrains-là qui sont présents en même temps et qui donnent des résultats beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus durables, puisque voilà, on est moins dans la superficialité et plus voilà, en questionnement long terme et ce qu'il est possible de faire aujourd'hui pour créer cette vision long terme. Alors, Hesna, ce chamboulement et ce changement de paradigme a introduit le télétravail. Moi, Mhm. je le vis dans mon job. Donc aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui va durer dans le temps parce que je pense qu'on a vu que le télétravail apporte de bonnes choses. Ma question concerne le management, puisque en Mhm. management, nous encourageons les managers à avoir des relations de proximité avec leurs collaborateurs, à exprimer de l'attention, à entretenir des relations saines, à chercher à mieux comprendre les gens, etc. Avec, euh, avec on va dire, avec le télétravail justement et le travail à distance, selon toi, quels vont être les défis des managers dans les prochaines années?
pour pouvoir préserver justement cette proximité, pour pouvoir entretenir des relations, pour pouvoir créer des ambiances saines? Effectivement, le télétravail a été introduit de façon beaucoup plus massive qu'escomptée. Euh, Enfin, quand je dis beaucoup plus massive qu'escompté, c'est-à-dire on pensait vraiment que ça allait durer un certain nombre de semaines, voire peut-être 2, 3 mois. Mais euh, là, par exemple, j'accompagne des gens aux États-Unis, chez Google, Salesforce, euh, et eux, voilà, on leur a dit c'est télétravail jusqu'en juillet 2021. Hmm. Et la première fois que j'avais entendu ça, c'était peut-être en juin. Ouais, c'est-à-dire ils ont eu la nouvelle et peut-être même avant pour certains. Chez Facebook, on leur annonçait même dès mars. Et ça m'avait questionné justement sur comment, comment déjà maintenir le lien que la présence sur le lieu de travail donne de façon naturelle, puisque les gens sont présents. Et comment maintenir la productivité, comment maintenir la motivation. Enfin, il y a tellement de problématiques importantes pour l'organisation que j'ai fait le même travail de questionnement en me disant, en fait, les sujets euh, qu'il était nécessaire, tout aussi nécessaire d'aborder dans une entreprise et qui n'étaient pas abordés avant la pandémie, ben, là, on est forcé à les regarder en face. Et par là, ce que je veux dire, c'est dans une équipe, par exemple, dans une organisation dans son ensemble, on est souvent concentré sur le outcome, le résultat final qui est euh, voilà, livrer quelque chose au client, que ce soit un produit ou un service. Et les conditions dans lesquelles ce service ou ce produit est délivré, les conditions de travail, euh, l'ambiance au travail, le bien-être au travail, la communication, l'empathie, la gestion des conflits, tout ça, c'est un petit peu mis de côté chez la plupart des entreprises, même si, effectivement, les entreprises sont conscientes, c'est important, etc. Mais dans les faits, on peut voir voilà, des personnes qui ne peuvent, enfin, qui ne savent pas gérer le conflit, qui ne démontrent pas beaucoup d'empathie pour leurs équipes en tant que manager, qui ne peuvent pas euh, définir des objectifs spécifiques, mesurables, etc., qui ne s'y connaissent pas vraiment en communication non violente. Enfin, c'est des choses qui arrivent tous les jours dans les entreprises, mais aujourd'hui, du fait de la distance, du fait de l'impact psychologique que le télétravail a sur les gens, il y a des personnes qui ne vivent pas le télétravail aussi bien que d'autres. Mhm. Donc, ça incite les managers à donner une attention plus particulière à ces personnes-là. Donc, qu'est-ce que ça nécessite? Ça nécessite de l'écoute. Donc, l'écoute, je peux vous dire, c'est une compétence à part, c'est un outil, si ce n'est l'outil principal du coach. Oublions la PNL, la processcom, l'analyse transactionnelle. L'écoute est mon outil principal. Et lorsque je vois des managers coach, ils sont conscients de ça. Et au lieu de dire aux gens ce qu'il y a à dire, fais ceci, fais cela, tu devrais faire les choses comme ça, etc., ce sont déjà des gens qui écoutent. Donc, le télétravail va inciter les managers qui souhaitent justement faire partie de cette révolution positive humaine, parce qu'il s'agit de créer de la connexion à distance, Hmm. c'est de faire preuve d'écoute, faire preuve d'empathie, c'est-à-dire pouvoir se mettre à la place de l'autre, le comprendre et adopter sa perspective pour le comprendre avant de parler. Ça nécessite alors, moi, j'insiste beaucoup sur se fixer des objectifs précis hein, et mesurables. C'est quelque chose qui n'était
pas nécessairement voilà, très répandu. Enfin, j'ai vu par exemple beaucoup d'entreprises qui, au moment de l'évaluation annuelle, je vois les évaluations annuelles et je ne comprenais pas sur quoi en fait les collaborateurs étaient évalués puisqu'ils n'avaient pas d'objectif SMART. Donc SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réalistique et fixé dans le temps. Donc, il faut pouvoir créer un accord entre le manager et le manager sur un objectif. Sinon, comment vous voulez évaluer Donc, à distance, c'est encore plus important parce que la personne est chez elle et le manager est chez lui ou chez elle. Donc, il faut créer cet alignement aussi sur les objectifs. Et je pense encore une fois que ça revient aux qualités du cœur, du manager, les qualités humaines, plus que les qualités techniques. Je fais confiance, j'ai toujours fait confiance aux personnes que j'accompagne sur les qualités et leurs compétences techniques. Mais là où le bas blesse, là où les choses, quand il y a des soucis dans une organisation, dans une équipe, c'est souvent sur du soft skill, c'est sur de la communication, sur de l'empathie, sur la gestion du conflit, sur la communication non verbale, euh, sur l'expression de ses émotions, la reconnaissance de ses émotions, la reconnaissance des émotions des autres. Et c'est un travail souterrain. Voilà, on n'en parle pas nécessairement ouvertement en entreprise, mais il suffit d'en être conscient pour pouvoir le vivre et le pratiquer. Parce que ça, ce sont des choses qui se vivent et qui se pratiquent tout simplement. On ne va pas parler des émotions et de la gestion du conflit tous les jours, mais on va le vivre tous les jours. Euh, donc voilà, moi, ce que je pense que le télétravail euh, est censé amener. Je souris parce que pour moi, pour moi, cette crise, c'est d'un autre point de vue, sur le plan humain, c'est une opportunité. Sur d'autres plans, effectivement, c'est pas drôle. Il y a beaucoup de choses négatives, tristes qui se passent, mais sur un plan humain, voilà, moi, je trouve que c'est une opportunité sur ce plan-là. Super. Merci beaucoup, Hasna. Ça nous amène à une dernière question. Quelles recommandations tu donnerais à de jeunes coachs qui sont au démarrage de leur carrière? Et aussi, si tu as des recommandations de livres ou de contenu qui peut les aider à perfectionner leur coaching, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, il faut que je me remette dans mes chaussures de débutante. Euh, alors moi, j'ai comme philosophie, et c'est peut-être pour ça que j'ai fini chez Tony Robbins, c'est j'aime bien me lancer. Je me lance, voilà, je me jette. Dès que j'ai eu dès que j'ai eu mes premières formations en coaching, j'ai tout de suite pratiqué. Donc, et je pensais que c'était quelque chose de normal jusqu'à ce que je rencontre à cette époque-là d'autres coachs débutants et ils me regardaient, mais tu as déjà des clients, et quand je leur posais la question, mais ça fait combien de temps que vous vous êtes formé à être coach? Ils me disent, bah, presque un an, etc. Donc, je me suis rendu compte que bah, c'est peut-être un trait de ma personnalité qui m'avait aidé justement à me jeter dans le bain très tôt. Donc, le premier conseil, c'est bah, jetez-vous dans le bain parce que le coaching, c'est de l'expérience. On parle de nombre d'heures de coaching comme on parle de nombre d'heures de vol pour un pilote. Donc, vous préféreriez voler avec un pilote qui a quelques milliers d'heures à son actif que 100 heures, par exemple. Mais c'est pareil avec un coach. Donc, plus on coach, plus on acquiert de l'expérience, plus on est confronté justement à des challenges. Des challenges qu'on apporte en supervision. Donc, lorsqu'on apporte ça en supervision, ben, on grandit toujours, on apprend des choses. Pour justement, on a tous des clients, enfin, j'aime pas le mot difficile, mais qui challenge le coach. On ne sait pas par quel bout commencer, comment leur parler, etc. Donc, jetez-vous dans le bain, c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est vraiment de continuer
à se former, à se faire accompagner sous forme de supervision, au moins une fois par an. Je trouve personnellement que ça m'a apporté beaucoup de richesse dans mon style de coaching parce que j'ai eu plusieurs superviseurs en France, aux États-Unis, au Canada, au Maroc. Et chacun de ces superviseurs qui eux-mêmes et elles-mêmes étaient coachs avait un style différent. Ben, c'était une richesse pour moi. Euh, des fois, d'ailleurs, en séance de coaching, il m'arrive de penser à l'un d'eux ou l'une d'elles et je me dis qu'est-ce que ferait tel ou tel dans cette situation. Donc, c'est une richesse supplémentaire de faire de la supervision. Euh, alors, la certification, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, franchement, du moment que la formation professionnelle est là, que la supervision est là, que la volonté authentique d'aider et de servir et de vouloir protéger les intérêts du client en premier sont là, si la certification n'est pas là. Personnellement, je n'ai aucun problème. C'est marrant que tu me poses la question par rapport à la lecture parce que j'avais justement un livre, donc j'en ai plusieurs, mais là, il s'avère, moi, je pense que ça, on va le voir à l'envers, mais alors Alain Cardon, je pense que tout coach qui se respecte le connaît. Donc ma lecture du moment, on va le voir peut-être à l'endroit ou à l'envers, c'est Non, non, l'art on le voit à véritable du l'endroit. maître. Ah bah L'art, super, l'art véritable du maître coach. l'art véritable du maître coach. Donc là, en fait, on passe à plusieurs crans Magnifique. Mm. après le niveau débutant parce que il nous sort un petit peu du cadre rigide et limité parfois qu'un coach débutant pourrait avoir et il le met au niveau du jeu, au niveau de la danse qu'a un coach avec son client. Donc c'est très puissant. Magnifique. Euh, C'est un livre je récent. vous... aucune idée, D'ailleurs, j'aimerais bien aucune avoir idée. Alain Cardon comme invité, Hasna. Ah ben, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer à Paris, Sympa, mais si tu peux l'inviter, moi, je ne peux que voter pour, hein. sympa. Là, j'ouvre le livre au hasard et chapitre 4, c'est écouter pour rien. Rien à faire, rien à forcer, rien à vouloir et tout se fait tout seul. Waouh. Et c'est vrai que ça nous sort de nos schémas de il faut forcer les choses, il faut faire, il faut nécessairement agir, etc. Beaucoup de choses se règlent à travers l'inaction. Il m'a fallu quelques décennies pour comprendre ça. Et j'essaie de transmettre ça à mes clients pour qu'ils vivent justement une vie plus simple et plus confortable pour eux et pour leur entourage. Magnifique. Hasna, je sais que tu produis du contenu, des audios, des vidéos. Comment faire pour te suivre, pour te contacter? Alors, je suis active sur mon compte LinkedIn, donc Hasna Aqabli. J'ai un compte Facebook Coach Hasna Aqabli, un compte Instagram hasna.aqabli. J'ai une chaîne YouTube Hasna Aqabli, très originale. Mon site web hasna-aqabli.com. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est, alors mon site, il est en anglais pour le moment parce que c'est vrai que la majorité de mes clients sont anglo-saxons et je devrais ramener plus d'équilibre parce que j'ai des clients francophones aussi. Donc, la version française suivra. Donc, pour l'instant, c'est en anglais. Alors, dans le site, vous allez voir un petit peu ma mission, ce qui me motive, mes valeurs, mes services. Dans le LinkedIn, vous allez voir du contenu, alors un peu plus détaillé. Je prends des sujets spécifiques et j'en parle sur mon LinkedIn, sur mon Facebook, sur mon Instagram. J'aime bien répondre aux questions des gens, j'aime bien lire les commentaires des gens. J'aime bien interagir avec les gens parce que tout simplement j'aime les gens. Donc n'hésitez jamais à me poser des questions, à interagir avec moi sur mes posts, sur mes vidéos. C'est toujours un plaisir. Super, merci beaucoup. J'ai été très content de te recevoir dans ce nouveau format de mon podcast.
Merci pour ce moment que tu nous as accordé et que tu as accordé à mon Chanel. Et Ben, je te souhaite une très belle continuation et pour toi, le chemin continue. Je suis persuadé qu'il y a encore de très belles choses qui t'attendent dans ton parcours. ben, merci Mohsin, c'était un plaisir que d'avoir cette conversation avec toi aujourd'hui. Et bravo et félicitations pour ton podcast avec le nouveau setting qu'on a eu la chance d'inaugurer Exact. ensemble aujourd'hui. Merci pour l'invitation parce que voilà, j'avais des choses importantes. C'est vrai qu'on n'avait rien préparé, hein, Mm. donc c'était une conversation totalement naturelle et informelle. Et je me rends compte que j'avais des choses importantes à dire et j'espère que ça a aidé nos auditeurs à. Voilà, j'espère que ça leur a apporté une valeur ajoutée quelconque de par notre échange. J'en suis Merci.